bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va avoir un autre essai très utilisé au laboratoire pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. C'est l'essai triaxial pour compléter ce cours de résistance au cisaillement des sols. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres essais qu'on utilise au laboratoire pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. Mais au niveau de ce cours, nous allons nous limiter à deux essais spécifiques. C'est l'essai cisaillement direct et l'essai triaxial. À la limite, on peut passer très rapidement sur l'essai de compression simple qui permet également de déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne qui est nul dans ce cas et ensuite la résistance au cisaillement du sol pour pouvoir bien appliquer la loi de Moore-Coulomb qui nous permet de déterminer la résistance au cisaillement des sols. Je vais partager mon écran. Donc, voici le titre du cours d'aujourd'hui, c'est la résistance au cisaillement et puis spécifiquement l'essai triaxial qu'on va avoir aujourd'hui. Mon nom c'est Berthomeu Junior Jean et professeur de géotechnique pour ce master. Et les références pour ce cours, tout d'abord, nous avons la mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain, de Dehager, de 2001. C'est un ouvrage assez utilisé dans ce cours. Il y a la géotechnique mécanique des sols, l'Université de Liège, tome 1, de Robert Charlier, de 2007. Nous utilisons également les cours pratiques de mécanique des sols, tome 1, de Costeil-Singlera. Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur de 2006 et les normes également sur l'essai triaxial, que ce soit la norme française P94-070 de 1994 et NFP 94-074 de 1994. Et surtout, un article que je vais vous passer à la fin de ce cours, c'est qui s'appelle Résistance au cisaillement de Jean-Pierre Magnan de 2001, qui retrace en gros tous les aspects qu'on va voir dans ce cours d'aujourd'hui. Nous avons déjà vu la semaine passée toutes les théories nécessaires pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement direct. Aujourd'hui, nous allons voir l'essai triaxial qui est l'un des essais les plus fiables concernant les paramètres de résistance au cisaillement qui vont nous permettre de déterminer la résistance au cisaillement du sol à travers les deux paramètres cohésion et angle de frottement interne comme l'essai et cisaillement direct. Tout d'abord, l'essai triaxial est un des essais les plus fiables et les plus répandus pour la détermination des caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques intrinsèques, à savoir la cohésion et l'angle de frottement interne. Pour cet essai, on procède à la compression axiale. Donc, on va appliquer une compression axiale, comme on a vu ici, une force F, une compression axiale sous contrainte latérale. Et voici les contraintes latérales qu'on va appliquer sur le bord de l'échantillon. Et nous avons également un échantillon cylindrique à l'intérieur et des membranes qui est entouré en haut et en bas par des cylindres. Et cet échantillon a une hauteur égale à 2 fois le diamètre. C'est-à-dire que l'élancement de cet échantillon, c'est un élancement de 2. C'est-à-dire que la hauteur égale à 2 fois le diamètre pour pouvoir réaliser ce essai. Donc, l'échantillon est protégé par une fine membrane en caoutchouc. Il y a des membranes en caoutchouc à côté de l'échantillon et placé dans une cellule triaxiale. Okay? Voici ce qu'on appelle la cellule triaxiale. Dans la cellule triaxiale, vous avez l'échantillon ici, vous avez la membrane autour de l'échantillon, vous avez des disques poreux qui vont nous permettre de faciliter le drainage à travers l'échantillon. Okay? Il y a le cylindre transparent, voici le cylindre transparent. Et à l'intérieur de ce cylindre, on va utiliser de l'eau pour remplir ce cylindre et appliquer les pressions qu'on veut appliquer. On a en tête cette tige qui va nous permettre de faire la mise en contact et appliquer les contraintes axiales. Et vous avez un comparateur qui va nous permettre de déterminer les mesures de déformation de l'échantillon sous l'application de cette contrainte axiale appliquée. Vous avez des dispositifs de drainage également. Le drainage de l'échantillon, c'est-à-dire que quand on veut faire sortir l'eau de l'échantillon, drainer l'échantillon, donc on va utiliser petits robinets et tubes pour faire sortir l'eau. Et ici, vous avez
la mise en pression, c'est-à-dire que la contrainte latérale, c'est là où on va faire rentrer l'eau à travers l'échantillon pour qu'on puisse remplir cette cellule et appliquer les contraintes qu'on veut appliquer sur l'échantillon. Donc, vous avez à l'intérieur de la cellule sigma 3 qui est appliquée partout sur l'échantillon. Et en tête de l'échantillon, vous avez sigma 1 qui est égal à sigma 3 plus le déviateur qu'on va appliquer sur l'échantillon. C'est cet appareil triaxial qu'on utilise dans presque tous les laboratoires. Voici un autre appareil triaxial qu'on peut utiliser pour réaliser ce test. C'est à peu près le même type d'appareil que tout à l'heure, mais cet appareil, il y a un moyen de contrôler la pression d'air dans l'échantillon. On va utiliser des essais sur les sols non saturés. Il y a moyen de contourner l'appareil triaxial afin qu'on puisse déterminer la pression d'air au niveau de l'échantillon. Voici une description assez simple pour l'essai triaxial. Donc, c'est que l'échantillon est soumis à une contrainte axiale et voici la contrainte axiale qui est appliquée ici et une contrainte latérale. La contrainte latérale est appliquée en sigma 3, mais c'est une contrainte qui est appliquée partout sur l'échantillon, que ce soit sur le côté, en tête de l'échantillon, sigma 3 est appliquée partout. Comme on a vu dans cette décomposition ici, les contraintes qui sont appliquées, nous avons trois types de contraintes. La contrainte principale majeure, la contrainte principale moyenne. À ce moment, la contrainte sigma 1, contrainte normale verticale, et sigma 3, contrainte latérale. Et vous avez ici sigma 2 égale à sigma 3 pour simplifier les choses au niveau de l'essai triaxial. En termes de description également pour ce type d'essai, au cours de l'essai, nous avons un effort axial à la tête de l'échantillon. Et à partir de cet effort axial, nous allons contrôler le déviateur sigma D qui est égal à sigma 1 moins sigma 3. À partir de comparateurs contrôlés des déformations, et pour chaque contrainte déviatorique appliquée, on va associer ou bien déterminer la valeur de la déformation pour l'échantillon. Nous allons aboutir à un diagramme et contrainte déviatorique, et c'est à partir de là on va regarder l'évolution des déformations en fonction de la contrainte déviatorique, juste pour arriver à des déformations jusqu'à la rupture. Nous avons trois types d'essais triaxiaux qu'on peut réaliser. Nous avons l'essai consolidé drainé CD qu'on peut réaliser pour pouvoir déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne effectif. L'essai consolidé non drainé CU qu'on peut appliquer pour pouvoir déterminer les paramètres totaux et les paramètres effectifs des sols. Et enfin, l'essai non consolidé non drainé UU pour pouvoir déterminer uniquement les paramètres totaux des sols, c'est-à-dire que cohésion totale et angle de frottement interne total. Et pour pouvoir aboutir à cet aspect, c'est comme pour la dernière fois, nous avons vu des points de rupture qui sont des points de contact entre la droite intrinsèque et les points de rupture. Et pour l'essai triaxial, maintenant, nous allons trouver des demi-cercles ou bien des cercles de mort. Un cercle A, cercle B, cercle C. À chaque essai, on doit augmenter les contraintes pour pouvoir, à partir des sigma 3, augmenter à partir des contraintes déviatoriques pour aboutir à la contrainte principale majeure sigma 1. De même qu'on choisit une deuxième contrainte sigma 3 pour aboutir à une autre contrainte principale majeure sigma 1, et ainsi de suite. Et à partir de ces trois cercles de mort, nous allons tracer une droite intrinsèque qui va nous permettre, comme la prochaine fois, de déterminer cette droite intrinsèque et à partir de là, déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne de l'échantillon. C'est cette représentation qu'on va trouver à partir de l'essai triaxial. On peut également trouver des représentations comme ça. Au lieu d'avoir des droites intrinsèques, on a des courbes intrinsèques à partir des trois cercles de mort. Et voici un modèle qu'on peut obtenir pour l'essai triaxial. L'ancêtre est pour ce essai. Nous avons vu tout à l'heure qu'on a la cellule triaxiale avec les différentes parties qu'on vient de démontrer tout à l'heure. Nous avons une partie, et ici, c'est l'eau, et c'est là que
la contrainte latérale ou bien la contrainte sphérique sigma 3 va être appliquée partout à travers de l'eau qu'on va introduire dans la cellule. Nous avons l'échantillon de sol et nous avons des capteurs de pression interstitielle pour pouvoir déterminer la pression interstitielle et autres. Et ici, en tête, nous avons la force axiale qui est appliquée, donc qui est le déviateur par la section. Mais le plus souvent, on dit la contrainte déviatorique parce que c'est une contrainte qui est appliquée en tête de l'échantillon à partir de cette force. Tout d'abord, il faut remplir à l'intérieur de la cellule pour pouvoir mettre la pression sphérique sigma 3 dans toutes les directions. Ensuite, à partir du piston, on va appliquer la contrainte déviatorique et du coup obtenir sigma 1 qui est égal à sigma 3 plus la contrainte déviatorique. Donc, comment sont appliquées ces différentes contraintes sur l'échantillon? Là, vous avez l'échantillon de sol, placé à l'intérieur de la cellule. Vous allez appliquer sigma 3. Sigma 3, ce qui est la contrainte isotrope qui est appliquée partout, contrainte sphérique. Sigma 3 qui est la contrainte principale mineure. Maintenant, on va appliquer la contrainte déviatorique et axialement sur l'échantillon, en haut et en bas. Et à ce moment-là, vous avez sigma 3 plus la contrainte déviatorique qui va faire augmenter le cercle de mort jusqu'à ce qu'on arrive à la rupture de l'échantillon. Et c'est sigma 3 plus D qui est égal à sigma 1. Et vous avez à partir de là le cercle de mort. Et ainsi de suite, vous allez avoir 3 cercles de mort en fonction des essais qu'on va appliquer. Deuxième essai, troisième essai et parfois un quatrième essai pour pouvoir aboutir à la courbe intrinsèque de l'échantillon. L'orientation des plans de rupture également, c'est important de savoir cette théorie sur l'orientation des plans de rupture. OK? Donc, vous avez le cercle de mort qu'on vient de voir tout à l'heure. Et à partir de ce cercle de mort, on va regarder l'orientation des plans de rupture comme par rapport aux théories qu'on avait vues la dernière fois. Le critère de rupture de Morcoulon suppose que la rupture se produit par glissement sur les deux facettes pour lesquelles le segment est tangent aux droites intrinsèques. C'est ce qu'on a vu, la gestion des deux facettes et c'est se fait par glissement. Les directions de rupture font des angles alpha. Voici l'angle alpha qu'on a ici, alpha qui est égal à pi sur 4 plus phi prime sur 2. Vous avez à partir de la trigonométrie, vous avez alpha ici, des angles dans un triangle est égal à pi, ou bien ça est égal à pi, vous pouvez faire cette somme-là et puis déterminer l'angle alpha qui est ici dans ce triangle. Okay? Vous avez alpha, 2 alpha, plus pi sur 2 moins 5 phi prime, qui est égal à pi. Et si vous allez chercher alpha à travers cette équation, vous allez trouver alpha qui est égal à pi sur 4 plus phi prime sur 2. Et c'est un peu cette théorie qu'on veut appliquer pour pouvoir déterminer l'orientation des plans de rupture. Donc, pour un matériau purement cohérent, les directions de rupture sont donc inclinées. Et à ce moment-là, alpha n'est tout que pi sur 2 parce que quand le sol est cohérent, phi prime est nul. Alpha est égal à pi sur 4. Maintenant, toujours pour l'orientation de rupture, c'est ce qu'on vient de voir. Et vous pouvez, à partir du cercle de mort, aboutir à l'expression ou bien la théorie sur l'orientation de rupture. À partir de ce plan, trouver alpha égale pi sur 4 plus phi sur 2. Maintenant, pour les caractéristiques intrinsèques de l'échantillon, phi prime et c prime sont pratiquement indépendantes du type de cisaillement. C'est-à-dire que ce sont des paramètres qui prennent en compte les caractéristiques liées aux caractéristiques intrinsèques du sol spécifiquement. Okay? Tandis que les paramètres totaux, il va y avoir l'eau à travers ces paramètres. À ce moment-là, ça dépend du type d'essai qu'on va réaliser. Maintenant, nous allons voir rapidement d'autres variables, d'autres chemins de contraintes qu'on peut utiliser dans le cas des résistances au cisaillement du sol. Ce sont les variables de Lambé qu'on peut utiliser. Dans le plan de Lambé, nous avons comme coordonnées S et T qui sont des variables de Lambé. Et S est égal à sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Et rappelez-vous que sigma 1 plus sigma 3 sur 2, c'était le centre dans le cas des variables de mort.
et T qui n'est autre que sigma 1 moins sigma 3 sur le rayon du cercle dans le cas des variables de mort. Dans les variables de Lambé, on va réaliser les diagrammes et S en fonction de T. Et dans le plan de mort, nous avons un plan O, sigma et tau. Et dans le plan de Lambé, nous avons un plan O, S et puis T. Et voici comment on peut représenter les variables dans le plan de mort. Et ces mêmes valeurs dans le plan de mort peuvent être représentées par des chemins de contrainte dans le cas du plan de Lambé. Et voici ici cette correspondance avec entre le plan de mort ici et le plan de Lambé qu'on peut réaliser à partir des essais triaxiaux pour voir l'évolution des chemins de contrainte. Pour les variables de Lambé, nous avons le chemin de contrainte donné cette triaxiale en contrainte totale. Voici des exemples qu'on peut retrouver dans la littérature concernant ces variables de Lambé. Il y a le chemin de contrainte donné cette triaxiale en contrainte effective. En contrainte effective, on peut déterminer les paramètres de Lambé, S', qui est tout autre que le S moins la pression interstitielle. Voici dans la littérature des graphes concernant les variables de Lambé qu'on peut retrouver dans la littérature. Vous avez en abscisse le S' qui n'est autre sigma prime 1 plus sigma prime 3 sur 2. Et en ordonnée, le T' qui est autre que sigma prime pour pouvoir tracer les graphes concernant les paramètres totaux et les paramètres effectifs des sols en variables de Lambé. Toujours pour les variables de Lambé, les courbes intrinsèques qu'on peut obtenir en variable, il suffit de tracer les tangentes par rapport à chaque variable de Lambé pour pouvoir déterminer cette courbe intrinsèque. Il y a d'autres variables dans la littérature également, les variables de Cambridge. Cambridge qui va nous permettre de déterminer les chemins de contrainte également. Et Cambridge va utiliser les contraintes en moyenne de préférence. On sait que pour chaque facette, il y a 3 types de contraintes qui sont appliquées. La contrainte principale majeure, la contrainte principale moyenne et la contrainte principale mineure. On vient de voir la représentation de mort, la représentation de Lambé et la représentation de Cambridge. Là, on va exposer les 3 représentations. Ici, il y a la représentation de mort qu'on peut voir à partir, ici, c'est la théorie de Terzaghi pour pouvoir déterminer la contrainte effective et la contrainte tangentielle effective. Donc, sigma égal à sigma mesure, tau prime qui est égal à tau. Et voici la représentation graphique de cette représentation de mort où on va trouver les paramètres totaux et à partir de la translation de la pression interstitielle U, on peut aboutir à des cercles en contrainte effective, de même diamètre que les cercles en contrainte totale. Nous avons également vu la représentation de Lambé à partir des paramètres S', T', S' qui est égal à S moins U et T' qui est égal à T. Et voici une représentation graphique de cette représentation de Lambé. Il y a la représentation de Cambridge également à partir de la contrainte moyenne et de la contrainte déviatoire Q', P' est égal à P moins U, Q' qui est égal à Q. Et voici la représentation graphique associée à cette représentation de Cambridge. Donc, dans ce cours, nous avons vu de manière très rapidement les 3 représentations. Et les représentations qu'on utilise le plus souvent, c'est la représentation de Moore-Coulomb qu'on utilise pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. Et c'est la représentation la plus populaire également qu'on utilise pour aboutir à la résistance au cisaillement du sol et même pour pouvoir déterminer par après que ce soit la stabilité dans les fondations, la stabilité dans les talus et dans les murs de soutènement, etc. Maintenant, les conditions d'essai, les principales caractéristiques qu'on doit déterminer. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a 3 types d'essais qu'on peut réaliser pour pouvoir déterminer les paramètres intrinsèques d'un échantillon de sol qui sont les cohésions et l'angle de frottement interne. Mais ces 3 types d'essais, il y a l'essai consolidé drainé qu'on a dit tout à l'heure, et consolidé drainé, consolidé non drainé et non consolidé non drainé. Dans l'essai consolidé et drainé, avant le cisaillement, on doit consolider l'échantillon
et ça se fait à la saturation également. On doit saturer l'échantillon. Pendant le cisaillement, on doit appliquer le drainage. Okay? Pour l'essai CU, consolider non drainé, avant le cisaillement, on doit consolider l'échantillon. Et pendant le cisaillement, on ne doit pas appliquer le drainage. Donc, c'est-à-dire qu'on va fermer le robinet pour que le drainage ne puisse pas se faire. Donc, à ce moment-là, c'est l'essai CU. L'essai non consolidé, non drainé, UU, avant le cisaillement, on ne va pas consolider l'échantillon. Pendant le cisaillement, on ferme le drainage et à ce moment-là, on va cisailler directement l'échantillon pour pouvoir aboutir aux paramètres intrinsèques de l'échantillon. Il y a ces deux essais, consolidé drainé et consolidé non drainé. Ces deux essais se font avec la saturation de l'échantillon avant d'appliquer que ce soit la consolidation ou bien le cisaillement. En revanche, pour l'essai UU, on prend l'échantillon tel quel qu'on retrouve l'échantillon dans la nature et on applique le cisaillement directement sur l'échantillon. On a vu qu'on doit faire le drainage de l'échantillon. Le drainage est lié aux deux types de comportements. On peut avoir le drainage, on peut ne pas avoir le drainage. Okay? En ce sens que dans le cas des comportements à court terme, on n'a pas besoin de réaliser le drainage parce que le drainage est assez long. Il n'y a pas d'évacuation d'eau dans le drainage. L'eau reprend une partie des contraintes appliquées. On travaille à la contrainte totale et le comportement peu de temps après l'application des charges. Donc, c'est-à-dire que si on veut avoir des paramètres assez rapides de l'échantillon, on doit pas drainer l'échantillon, ce n'est pas nécessaire. En revanche, si on veut avoir des comportements à long terme, c'est-à-dire longtemps après l'application des charges, donc il faut faire le drainage. Et à ce moment-là, l'eau interstitielle est partie. C'est le squelette de l'échantillon qui va reprendre toutes les charges, la totalité des charges. On va travailler en contrainte effective. C'est important parce que la contrainte effective, c'est ce qui va nous permettre de déterminer les paramètres qui vont appliquer directement sur les grains des sols. Okay? Et comme on dit ici, c'est pour les sols fins, ça prend beaucoup de temps lorsqu'on applique le drainage, c'est-à-dire que l'eau prend du temps pour être extirpée, que ce soit pour la saturation, que ce soit pour la consolidation de l'échantillon. Si on travaille sur les sols fins comme des argiles, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut, en revanche, pour les sols plus virulents, si on fait le drainage, par exemple pour le sable, l'eau peut passer facilement et ça ne va pas prendre beaucoup de temps dans le cas de ces essais. Mais c'est important, on peut réaliser le drainage avec les sols fins et les sols plus virulents également. Maintenant, le principe pour pouvoir réaliser l'essai triaxial, qui est très répandu dans le cas des paramètres de résistance au cisaillement du sol. Donc, en termes d'application, on doit appliquer une déformation axiale à vitesse constante sur la tête de l'échantillon. C'est pour cela qu'il y a un effort axial appliqué en tête de l'échantillon. Ensuite, on doit mesurer que ce soit la charge axiale, les déformations axiales latérales ou volumiques. On doit déterminer la pression interstitielle ou le drainage à l'intérieur de l'échantillon. Donc, c'est important pour avoir ces paramètres-là pour qu'on puisse bien obtenir les paramètres demandés, que ce soit en contrainte totale ou bien en contrainte effective. Il y a des étapes importantes à faire pour obtenir ou bien réaliser ce essai. Il y a la saturation, c'est-à-dire que quand on prend un échantillon de la nature, l'échantillon n'est pas forcément saturé. Donc, on doit réaliser une saturation de l'échantillon dans la cellule triaxiale et ça se fait à partir d'un coefficient qu'on appelle le coefficient de Skempton et qui va nous permettre de déterminer si l'échantillon est saturé ou pas en injectant de l'eau à travers l'échantillon. Ensuite, il y a la consolidation à faire. La consolidation, c'est par rapport à la contrainte sphérique qu'on va appliquer, compresser l'échantillon pour qu'on puisse extirper de l'eau à l'intérieur de l'échantillon. Et ensuite, il y a l'essai de cisaillement à appliquer le cisaillement et à appliquer sur l'échantillon. Et nous avons vu tout à l'heure, il y a trois sortes d'essais. Il y a l'essai consolidé drainé, l'essai consolidé non drainé et non consolidé non drainé. Donc, on a dit qu'on a trois types d'essais. L'essai consolidé drainé, l'essai consolidé non drainé et l'essai non consolidé non drainé. Pour l'essai consolidé drainé, c'est un essai qu'on applique le plus souvent sur les sols plus virulents parce que c'est un essai assez lent et c'est plus adapté au sable. Donc, à ce moment-là, l'éprouvette est d'abord soumise
à une contrainte sphérique. Voici la contrainte sphérique qui est appliquée partout sur l'échantillon par la mise sous pression de la cellule. Et comme tout à l'heure, nous avons vu qu'il suffit de faire entrer de l'eau à l'intérieur de la cellule pour pouvoir appliquer cette pression. L'eau interstitielle est mise sous pression, le drainage est permis et l'eau s'échappe par les pierres poreuses. Donc, quand on va enlever de l'eau à travers de l'échantillon, donc ça peut sortir à travers les pierres poreuses situées aux deux extrémités de l'échantillon. On a des pierres poreuses en tête de l'échantillon et des pierres poreuses en bas de l'échantillon jusqu'à dissipation complète de la pression interstitielle. On n'aura plus de pression interstitielle à travers l'échantillon. Si on a des sols saturés, le plus souvent, on doit saturer l'échantillon parce que c'est important de saturer l'échantillon qu'on a avant d'appliquer la consolidation. La consolidation se mesure par la variation de volume. Une fois le sol est saturé, si on peut consolider l'échantillon, donc on va compresser l'échantillon, à ce moment-là, l'eau va sortir à travers l'échantillon et ça va diminuer la hauteur de l'échantillon, le volume de l'échantillon, comme on sait que delta V, c'est surface par hauteur. Cette mesure faite en fonction du temps met en évidence un état d'avancement de la consolidation. Donc, pour pouvoir arrêter la consolidation, on mesure la variation de volume en fonction du temps. Et à ce moment-là, on doit avoir une sorte de pente ici, comme sur l'exemple ici, et on va tracer, quand on a cette courbe-là, jusqu'à la stabilisation de l'échantillon. On va tracer une tangente à gauche et à droite de cette courbe pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le T100. Et c'est à partir de ce T100 qu'on va déterminer la vitesse à appliquer pour ce décès. Dans l'essai triaxial CD, voici ce qu'on applique. On a dit qu'on a la contrainte déviatorique sur la contrainte sphérique ici des deux côtés et on applique sigma 3 qui est sphérique partout. Et vous devez contrôler la pression interstitielle à travers l'échantillon pour que cette pression interstitielle reste nulle pendant tout l'essai. Donc, on va aboutir aux deux paramètres importants, c'est la cohésion effective et l'angle de frottement interne et effectif. Et voici l'exemple pour pouvoir déterminer le paramètre Skempton qu'on a dit tout à l'heure. Le paramètre Skempton, c'est le U, c'est sur sigma 3. Et ce paramètre va nous permettre de déterminer si l'échantillon est saturé ou pas. Et dès qu'on a ce rapport qui est supérieur à 90%, on peut supposer que l'échantillon est saturé pour pouvoir passer à l'étape de consolidation. Et dans l'appareil automatique, ça se fait automatiquement. Il suffit de demander un bit-check et à partir de ce bit-check, l'appareil va faire ce bit-check et voir si le sol est saturé ou pas en déterminant rapidement le coefficient de Skempton pour pouvoir passer à la consolidation. Dans l'appareil automatisé, on a la saturation qui se fait presque automatiquement. Il suffit de mettre les paramètres, ensuite la consolidation aussi et le cisaillement. Presque les trois étapes essentielles pour l'essai triaxial se font de manière automatisée. Pour l'essai triaxial CD, vous avez l'essai CD, on a ici contrainte totale égale la pression interstitielle plus contrainte effective. Ça, c'est la théorie de Terzaghi qu'on va appliquer partout. On a contrainte totale égale à pression interstitielle qui est U et contrainte effective qui est sigma. Maintenant, après consolidation, c'est-à-dire que quand on va consolider l'échantillon, on applique sigma 3 qui est partout sur l'échantillon. Et c'est ce sigma 3 également qu'on va appliquer à la tête de l'échantillon. À la tête, la contrainte axiale qui d'habitude est égale à sigma 1 va être égale à sigma 0, qui est une contrainte isotrope, ou bien la contrainte sigma 3. Et latéralement également, nous appliquons sigma 3. Ça, c'est la contrainte à appliquer pour pouvoir consolider l'échantillon. Et après cette consolidation, vous avez la pression interstitielle qui est nulle. Et en contrainte effective, vous avez toujours sigma prime 1 qui est égal à sigma 0, sigma prime 3 qui est égal à sigma 0. Maintenant, pendant le cisaillement, c'est qu'on va augmenter la contrainte axiale de l'échantillon à travers la contrainte déviatorique. À ce moment-là, vous avez sigma 0 qui était en tête de l'échantillon, vous allez appliquer un delta
et sigma, le sigma D. Et sigma 3 va rester toujours égal à cette même valeur. Au cours de l'essai, vous allez toujours maintenir la pression interstitielle nulle et vous allez aboutir à sigma prime 1 égale à sigma 0 plus delta sigma, sigma prime 3 égale à sigma 0. Et à la rupture, on aura à peu près les mêmes valeurs, sigma 3 égale à sigma 0. Sigma 1 est égal à sigma 0 plus le delta sigma à la rupture. Et la pression interstitielle est nulle à la rupture et on aura par exemple sigma prime 1 égale à sigma 0 plus delta sigma rupture, sigma prime 3 égale à sigma 0. C'est en gros les différentes étapes et les différentes étapes de contrainte qu'on va avoir à partir de l'essai triaxial consolidé drainé, ce qu'on appelle CD. Toujours de même pour ce décès. Donc, quand on applique la contrainte isotrope ou bien sigma 3, on aura un point sur l'axe des contraintes. Et le fait d'augmenter axialement l'échantillon, on va faire augmenter le cercle de mort jusqu'à la rupture et on va aboutir à un sigma 1 et prime 1 pour la rupture pendant le 6e. Et c'est ce qui va nous donner le premier cercle de mort, sigma 0 égale à sigma prime 3 et sigma prime 1 qui est égal à sigma 0 plus le déviateur jusqu'à la rupture. Donc, on aura ce cercle à la rupture et c'est à partir de ces différents cercles qu'on va déterminer la droiteur intrinsèque de l'échantillon pour pouvoir aboutir à la cohésion et l'angle de frottement interne. Donc, à partir de ce décès, nous avons les cercles de mort ici. On a cercle 1 pour le premier essai, cercle 2 pour le deuxième essai, cercle 3 pour le troisième essai. Et à partir de là, on peut tracer une droite tangente aux trois cercles. Et cette droite qui est tangentée par les cercles de mort. Et on va, à partir de là, déterminer l'équation de cette droite qui est n'est autre que T' qui est égal à C' plus sigma prime tangente phi prime qui est l'équation de Mort-Coulomb qu'on avait utilisée la semaine dernière pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. Donc, c'est cette expression qu'on va obtenir en fonction des paramètres effectifs des sols. Donc, voici des exemples de ces CD qu'on peut obtenir pour un sol normalement consolidé. Voici des cercles qu'on peut obtenir et pour un sol consolidé, le plus souvent, la cohésion est nulle, de même pour les sols plus virulents également. Donc, on peut aboutir à ce type de cercle. Pour les sols surconsolidés, on peut aboutir à un sol cohérent, C' et phi'. Donc, mais toujours appliquer l'équation de Mort-Coulomb, taux prime qui est égal à C' plus sigma prime tangente phi'. L'essai qu'on utilise le plus souvent au laboratoire, c'est l'essai consolidé non drainé, l'essai CU. C'est l'essai le plus répandu parmi les trois essais qu'on utilise au laboratoire parce que cet essai va nous permettre d'aboutir aux paramètres totaux et aux paramètres effectifs des sols. Donc, si on veut avoir rapidement par rapport à l'essai C', les valeurs des paramètres effectifs, c'est l'essai consolidé non drainé qu'on doit utiliser. Dans ce type d'essai, on procède à la consolidation de l'éprouvette comme pour l'essai CD. Okay? On fait la consolidation. En revanche, le drainage est empêché dès l'application du déviateur. C'est-à-dire que si on empêche le drainage, on va fermer le robinet du drainage pour empêcher le drainage. On dit que l'essai est consolidé, non drainé de préférence. Il y a alors variation de la pression interstitielle. Donc, qui doit être mesurée. Pendant tout l'essai, on va mesurer la pression interstitielle parce que l'eau ne peut pas échapper à travers l'échantillon. Donc, l'eau va reprendre une partie des contraintes à appliquer. Si l'échantillon est saturé, le cisaillement se fait à volume constant et l'état des contraintes du sol est symbolisé par les figures suivantes. Nous avons sigma prime ici, qui est appliqué axialement, et sigma prime 3, sigma prime. Okay. Maintenant, sigma 3 est appliqué partout, sigma 1 est appliqué, sigma 1 est appliqué, c'est pareil. Mais l'essentiel ici, il y a la pression interstitielle qui est contrôlée à travers tout l'essai et c'est cette translation qui va nous permettre d'aboutir aux paramètres, voici les cercles pour les paramètres totaux. Ok, nous allons avoir les contraintes totales ici et quand on va faire une translation de U de la pression interstitielle qui est toujours la même,
à ce moment-là, vous allez trouver le même cercle qu'on a obtenu, le même cercle ici, de même rayon, de même diamètre, mais cette fois-ci, une translation par rapport à la pression interstitielle qui va nous donner sigma prime 3 et maintenant pour l'essai triaxial consolidé non drainé, vous allez toujours appliquer la loi de Moore-Coulomb pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. Vous allez trouver deux paramètres, la cohésion effective et l'angle de frottement interne effectif. Et à partir des cercles effectifs, des trois cercles effectifs qu'on peut voir sur le diagramme ici, avec la translation U. Mais également, nous avons les cercles en contrainte totale appliqués. Et à ce moment-là, nous avons une droite intrinsèque qui va nous donner phi et cohésion totale. Donc, à ce moment-là, nous aurons quatre paramètres: cohésion effective, angle de frottement interne effectif. Nous aurons également cohésion totale et angle de frottement interne total. Et à ce moment-là, ces paramètres vont nous permettre de réaliser, de déterminer la résistance au cisaillement et considérer en fonction du type d'ouvrage qu'on a, est-ce qu'on va utiliser des paramètres à long terme ou bien des paramètres à court terme pour l'échantillon en question. Pour les CCU, on peut toujours vérifier la saturation de l'échantillon, à partir du coefficient de Skempton qu'on a vu tout à l'heure, de B-check. Et c'est toujours la même formule à appliquer parce que dans ces deux types d'essais, on doit toujours saturer l'échantillon avant de faire la consolidation. Et pour le principe de l'essai consolidé non drainé, vous allez consolider l'échantillon à une contrainte isotrope sigma 0. La modification de l'état du squelette solide, c'est à faire. Ensuite, on va cisailler l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va augmenter le déviateur de l'échantillon, c'est-à-dire la contrainte axiale qui va être appliquée, mais tout en mesurant la pression interstitielle U de l'échantillon. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans l'essai CU, et voici les étapes, il y a l'essai A qui va nous donner un cercle, l'essai B qui va nous donner un autre cercle, et comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir trois cercles pour pouvoir arriver à déterminer la droite intrinsèque afin d'aboutir à la cohésion et l'angle de frottement interne effectif dans les deux cas. Donc, toujours pour l'essai CU, là, ce sont d'autres exemples que je montre. Donc, à partir des contraintes totales, on fait la translation, on aboutit à la contrainte effective et on fait ça pour le premier cercle, pour avoir le premier cercle. Pour le deuxième cercle, quand on va augmenter la contrainte latérale appliquée sigma 3 pour aboutir à un sigma 1, on fait une translation encore et on a un deuxième cercle. Et à partir de ces deux cercles, on peut tracer les tangentes à ces cercles pour pouvoir déterminer la droite intrinsèque. Et comme on a dit dès le départ, cette droite intrinsèque est symétrique par rapport à l'axe des contraintes, parce que les cercles et l'axe des contraintes coupe les cercles en deux parties symétriques. Donc voici quelques résultats de ces CU sur un sable et une argile normalement consolidée. Donc à ce moment-là, sur les sables, vous savez que les sables, ce sont des sols pulvérinants, la cohésion est nulle. Pour l'argile également, normalement consolidée, on peut aboutir à une cohésion nulle également. Et à ce moment-là, ça se passe aux coordonnées 0,0 pour pouvoir déterminer la droite intrinsèque qui passe à l'origine, que ce soit pour les paramètres totaux et les paramètres effectifs. Voici un exemple pour cet essai. Maintenant, pour l'autre essai qu'on a dit dans le procès d'essai non consolidé, non drainé, on ne va pas trouver ni la saturation ni la consolidation. Ce sont des essais qu'on va réaliser avec, on prend l'échantillon sur le terrain et puis on va cisailler directement l'échantillon sur une presse triaxiale. Et pour ce essai, on n'a pas besoin de saturer l'échantillon. On prend l'échantillon tel quel et on va appliquer le cisaillement. C'est-à-dire que c'est essentiel quand on va réaliser l'essai de cisaillement
triaxial UU, de connaître la teneur en eau de départ de l'échantillon parce qu'on peut faire varier les teneurs en eau de ces types d'essais pour qu'on puisse voir l'évolution de la teneur en eau en fonction des paramètres ou bien des résistances au cisaillement de ces sols à travers cet essai. Si le sol pris dans la nature, on applique le cisaillement, on applique le déviateur, on a un sigma 3 appliqué, on a un déviateur appliqué, on va aboutir à des cercles. Voici des exemples de cercles qu'on peut aboutir. OK? Et le plus souvent, dépendant des sols, on peut avoir des angles de frottement interne qui est nul et à ce moment-là, déterminer la cohésion de ces sols. Mais si on travaille dans les sols non saturés, parce que ce sont des essais que j'ai beaucoup réalisés et sur les presses triaxiales, on fait augmenter la teneur en eau pour pouvoir regarder la courbe de rétention d'eau par rapport aux courbes qu'on va obtenir à partir de l'évolution de la teneur en eau en fonction de la cohésion ou bien en fonction de l'angle de frottement interne, pour pouvoir regarder si l'effet de la succion sur ces paramètres-là font augmenter la résistance au cisaillement du sol. Mais l'essentiel pour cet essai, c'est un essai assez simple. On applique directement le cisaillement et on peut aboutir à la résistance au cisaillement du sol qui est le plus souvent égale à la cohésion totale qu'on va retrouver dans le cas de cet essai. Dans le cas de l'essai UU, donc ce sont des paramètres totaux uniquement qu'on va obtenir. On ne peut pas obtenir des paramètres effectifs de cet échantillon. Ce sont des essais assez rapides. Donc, ce sont des essais qu'on peut utiliser à court terme également pour déterminer les caractéristiques à court terme du sol. Et ces essais, donc, on n'a pas besoin de saturer l'échantillon. Le drainage, on n'a pas besoin de réaliser de drainage. Et ce sont les grains et l'eau qui vont reprendre les contraintes qu'on va faire appliquer sur l'échantillon. Donc, comme tout à l'heure, donc dans le cas de l'essai UU, il suffit de mettre un sigma 3 qui est égal à sigma 0. On fait augmenter ce sigma 3 avec un déviateur pour qu'on puisse aboutir à un cercle de mort. On aura les différents cercles de mort qui vont nous permettre de déterminer la droite intrinsèque de l'échantillon. Résumé pour l'essai UU. Pour cet essai, on n'a pas besoin de faire la consolidation pour cet échantillon. Vous avez toujours la contrainte totale qui est égale à la pression interstitielle plus la contrainte effective. Vous avez, après pression de confinement, voici les contraintes qui sont appliquées. Sigma 3 qui est égal à sigma 1. Et pour la pression interstitielle, sigma 0 qui est égal à U0. Et en contrainte effective, c'est nul. Il n'y a pas de contrainte effective dans ce type d'essai. Pendant le cisaillement, on va faire augmenter la contrainte axiale de l'échantillon pour avoir sigma 1. Et on a toujours le delta U. Et à ce moment-là, voici les valeurs sigma 1, sigma 3 qu'on pourrait obtenir pendant le cisaillement. Mais à la rupture, vous aurez delta sigma rupture plus sigma 0 et sigma 3 ici. Et le U est toujours là pour pouvoir aboutir maintenant à sigma 1 égale à sigma 0 plus delta sigma rupture moins U, sigma 3 égale à sigma 0 plus U. Donc là, on a les paramètres totaux qu'on va retrouver à travers les essais triaxiaux non consolidés, non dérivés. Donc voici en gros les différents cercles qu'on va obtenir en contrainte totale. Voici les états de contrainte à la rupture qu'on peut obtenir pour ce type d'essai et les relations qu'on peut obtenir pour les différents essais qu'on va réaliser à partir de l'essai UU. Donc, c'est à peu près le même principe qu'on a vu, que ce soit pour l'essai consolidé drainé, consolidé non drainé, les mêmes cercles à partir de l'augmentation de la contrainte sphérique en contrainte sigma 1. Donc, à partir des différents cercles, on peut aboutir à des droites intrinsèques comme on a vu tout à l'heure. Et le plus souvent en contrainte totale pour les essais triaxiaux non consolidés non drainés, UU.
Donc, vous avez l'angle de frottement interne qui est en général nul. OK? Et pour les cercles, vous avez toujours un seul cercle en contrainte effective pour les différents cercles en contrainte totale. Ce sont les mêmes cercles et qui vont aboutir à une droite intrinsèque plate qui va être horizontale et parallèle à l'axe des sigmas. Donc, voici la théorie à lire pour les essais triaxiaux non consolidés, non drainés. Dans le cas des sols non saturés, la pression sigmatoire, qui est la pression et la contrainte latérale appliquée, a une influence sur la résistance du sol au cisaillement non drainé. L'enveloppe des cercles de mort en contrainte totale à l'allure représentée ici. Dans le cas des sols non saturés également, il lui correspond une cohésion initiale, cohésion et angle de frottement interne non drainé. Okay? Dans le cas des essais triaxiaux non consolidés non drainés. Ces paramètres doivent être utilisés avec beaucoup de circonspection, car ils sont associés à une composition donnée du sol, c'est-à-dire en pratique à des valeurs données du degré de saturation SR égal au rapport du volume de l'eau interstitielle au volume des pores et de l'indice des vides E égal au rapport du volume des pores au volume des particules solides. Là, ce sont beaucoup plus pour les sols non saturés. Quand on dit sol non saturé, comme on a dit tout à l'heure, c'est un sol qui a trois composantes, trois phases, solide, liquide et puis l'air. Donc, c'est la pression de l'air qu'on va prendre en compte dans ce type de sol pour voir quel type d'évolution qu'on peut avoir à travers la résistance. Et la résistance augmente avec la succion. Plus le sol a de l'air à travers les pores, plus ce sol, la résistance de ce sol augmente. C'est pour cela que quand il y a beaucoup d'eau, la résistance du sol diminue également. Donc, cet effet inverse, on peut l'obtenir, on peut le regarder rapidement à travers les essais non consolidés non drainés, parce qu'on peut réaliser cet essai non consolidé non drainé sur des sols à différentes teneurs en eau, ce qui n'est pas possible pour les essais CU et CD, parce qu'on doit prendre l'échantillon à une teneur en eau pour pouvoir saturer cet échantillon et sur la structure. Alors que pour l'essai UU, on prend l'échantillon tel quel dans la nature. Si l'échantillon était sec, on fait l'essai sur l'échantillon sec. Si l'échantillon a une certaine teneur en eau, on fait l'essai sur l'échantillon avec cette teneur en eau. Si l'échantillon était presque saturé, on peut faire l'essai directement sur cet échantillon pendant que l'échantillon était presque saturé. Dans l'essai UU, c'est l'échantillon tel quel sur le terrain, et parfois on peut même prendre un échantillon sur le terrain et à chaque fois on fait varier, si le sol était remanié, on peut faire varier la teneur en eau et à ce moment-là, on peut réaliser des essais UU à une teneur en eau de 10%, une teneur en eau de 12%, de 14%, de 16%, de 20% et on regarde quelles sont les cohésions et l'angle de frottement interne qu'on va obtenir à partir de ces différentes teneurs en eau pour préparer l'échantillon et cisailler l'échantillon sous la presse triaxiale. Donc, c'est important de ce type d'essai pour avoir une idée rapide de l'effet de la succion dans le cas des sols. Et à travers cette succion, on peut relier à travers la courbe de rétention d'eau la succion du sol à cette teneur en eau pour voir quelle correspondance on peut avoir en fonction de la succion et la résistance au cisaillement du sol. Donc là, ce sont des aspects des sols non saturés qu'on peut obtenir à partir de l'essai non consolidé, non drainé. Voici des exemples de bancs et de saturation et de consolidation qu'on peut avoir au laboratoire. Et ces bancs-là, j'ai passé plusieurs années à réaliser des essais triaxiaux avec ces types d'appareils. Et à l'Université catholique de Louvain, ce sont des cellules triaxiales. Il suffit de préparer l'échantillon, de mettre de l'eau et d'appliquer les pressions qu'on veut appliquer et puis on laisse l'échantillon travailler. Dès que c'est fini, on retourne pour qu'on puisse retirer l'échantillon ici et mettre ça sur
un banc triaxial pour qu'on puisse réaliser l'essai cisaillement ou bien c'est l'essai triaxial en question. Voici ce qu'on appelle une cellule triaxiale avec des robinets pour qu'on puisse fermer et les pressions ou bien injecter de l'eau à travers la cellule. Quand on veut fermer le drainage, c'est à partir de ces robinets qu'on va fermer le drainage. Et voici la presse triaxiale. Et cette presse triaxiale, j'ai réalisé à peu près presque une centaine d'essais triaxiaux sur cette presse triaxiale. Et c'est vraiment intéressant pour voir la rapidité en fonction des appareils qu'on a. Voici le socle, ce qu'on appelle socle pour la cellule, où on va placer la cellule. Et voici ce qu'on appelle la bière poreuse qu'on doit mettre sur l'échantillon pour qu'on puisse faciliter le drainage. Et il faut, pour faciliter le drainage également, on doit avoir des papiers filtres pour qu'on puisse vraiment faciliter l'eau à traverser l'échantillon. Voici un exemple d'échantillon qu'on a, okay, avec les lancements 2 et hauteur égale à 2 fois le diamètre. Et voici le cylindre qu'on doit mettre en tête de l'échantillon pour qu'on puisse faire le contact avec et appliquer l'effort axial sur la tête de l'échantillon. Voici la pierre poreuse, voici ce qu'on appelle la capote ou bien la membrane qu'on utilise pour mettre l'échantillon afin que l'eau ne puisse pas rentrer dans l'échantillon sur le rebord. Il y a ce qu'on appelle les matériels automatisés également. Voici les cellules automatisées. On peut avoir un pilotage automatisé de l'échantillon, faire l'acquisition des données automatisées, le traitement des données automatisé également à travers cette cellule. C'est-à-dire que tout se fait, il suffit de programmer ça sur l'ordinateur et on fait le pilotage automatisé, l'acquisition des données automatisées, le traitement des données automatisées et à la fin, on aura pour la rupture ce genre de coupe et pour les cercles de mort, les différents cercles de mort et la valeur de cohésion et l'angle de frottement interne de manière automatique sans l'intervention humaine une fois tout est programmé. Donc, c'est ce type d'appareil qu'on a au laboratoire national pour pouvoir réaliser avec les 3 cellules et l'essai triaxial automatisé. Les essais à court terme, on peut réaliser ça sur les sols fins. Pour les long terme, on peut réaliser sur les sols fins et sols grenu, c'est-à-dire que les sables et les graviers, les argiles et les limons. Mais pour à court terme, parce que le drainage est un peu lent, on peut réaliser ça sur les argiles et les limons. Donc, comme les paramètres intrinsèques que nous devons obtenir à la cohésion effective et l'angle de frottement interne effectif, en termes de choix des caractéristiques de cisaillement, pour chaque type de sol, si le sol est cohérent, saturé, on peut réaliser des essais à court terme, on peut réaliser des essais UU ou CU. On peut utiliser l'appareil triaxial, boîte de cisaillement, etc. Et il y a d'autres essais, mais qu'on ne va pas avoir dans ce cours, il y a sisomètre, il y a pressiomètre, autoforeur. Quand la cohésion non saturée, on peut réaliser des courts termes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si le sol est partiellement saturé. Donc, on peut regarder l'évolution de la solution en fonction de la teneur en eau à travers la coupe de rétention d'eau et regarder l'évolution de la solution avec la résistance au cisaillement du sol à travers les essais UU, mais on utilise l'appareil triaxial. Comme moi, j'ai travaillé sur les sols non saturés, donc j'ai réalisé beaucoup d'essais UU comme ça au laboratoire pour regarder l'évolution de mes échantillons en fonction de la substitution appliquée dans le sol et des équations de substitution qu'on retrouve dans la littérature pour pouvoir créer mes propres équations par rapport au sol que j'ai utilisé. Il y a, si le sol est cohérent, à ce moment-là, on peut faire des essais de type long terme. On fait le drainage et on peut utiliser l'essai consolidé drainé, l'essai consolidé non drainé avec mesure de la pression interstitielle pour aboutir au paramètre C', et appliquer la loi de Moore-Coulomb de taux qui est égal à C' plus sigma prime tangente phi'. Et voici les différents appareils qu'on peut utiliser. Pour les sols urinaires également, long terme, ou court terme, drainer, l'essai consolidé drainé. On peut aboutir au paramètre C', phi',
appliquer la formule de Moore-Coulomb et utiliser l'appareil triaxial pour boîte de cisaille. Le bilan des essais effectués au laboratoire et de leurs conditions de réalisation. Donc, vous avez l'essai UU, comme on vient de dire. L'essai UU, on n'a pas de consolidation, pas de drainage, pas de mesure de pression interstitielle. Pour l'essai triaxial CU, il y a consolidation, pas de drainage, mesure de pression interstitielle. Pour l'essai CD, il y a consolidation, drainage, mesure de pression interstitielle qui est nulle. Okay, on doit faire en sorte que la pression interstitielle est nulle pendant tout l'essai et puis consolider nos drainage. Pour l'essai cisaillement, ce qu'on appelle cisaillement tiré pour la boîte de gaz à gants. Donc, voici les différents types de consolidation, oui ou bien non. Si on fait ça rapide, il n'y a pas de mesure de pression interstitielle dans cet essai. C'est pour cela que cet essai, on n'a pas de contrôle sur la pression interstitielle à travers cet essai. On dit que l'essai est saturé si en injectant de l'eau, mais il n'y a pas moyen de savoir si c'est saturé ou pas. Donc, c'est pour cela que l'essai triaxial est beaucoup plus précis que l'essai et le cisaillement direct. Mais on peut aboutir aux paramètres effectifs à partir de cet essai si on fait un type d'essai lent sur les échantillons, si on donne le temps à l'eau interstitielle de celui-ci. Voici les valeurs typiques des caractéristiques de résistance au cisaillement des sols. Okay, vous pouvez lire dans ce tableau les différents types de sols, okay, les cohésions, l'angle de frottement interne appliqué à travers pour ces sols-là, la cohésion effective, l'angle de frottement interne effectif, etc. Ce sont des valeurs qu'on peut retrouver dans la littérature pour les différents types de sols, que ce soit l'argile, les argiles et les vases, surconsolidés ou normalement consolidés, pour les marnes, les limons, les sables, les graviers, les taux. On a dans la littérature à peu près les gammes de valeurs qu'on peut obtenir pour ces différents types de sols en fonction des paramètres intrinsèques de ces sols-là. S'il y a des questions, je les prends maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur l'essai triaxial et sur la résistance au cisaillement du sol? Je prends les questions. Donc, je vais vous présenter l'appareil triaxial. Il y a deux types d'appareils, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'essai triaxial automatisé, c'est l'appareil qu'on a au laboratoire national, donc qui nous permet de réaliser cet essai de manière plus rapide et de manière automatique. Et non seulement les courbes, les cercles de Moore, ou bien les paramètres intrinsèques, on va les trouver de manière automatique. Il y a d'autres appareils plus anciens qui ne sont pas automatiques qu'on peut utiliser, mais à ce moment-là, c'est à vous de réaliser des programmes et à partir de ces programmes, des paramètres que vous avez, introduire ça dans des fichiers Excel ou bien VBA, et Excel VBA pour pouvoir déterminer cohésion et angle de frottement interne à travers des tableurs Excel. Donc là, nous allons voir les appareils et triaxiaux non automatisés. Donc, pour voir les différentes étapes qu'on peut avoir. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, il y a un plateau inférieur qui est appliqué et pour la cellule. En dessous de la cellule, il y a un plateau inférieur. Il y a ici la céramique poreuse, okay, ce qu'on appelle pierre poreuse, qui pour faciliter le drainage à travers l'échantillon. Il y a là les tubes pour pouvoir déterminer ou bien appliquer la pression interstitielle. Voici l'espace pour l'échantillon de sol. Okay, nous avons dit l'échantillon de sol de l'élancement 2. Il y a en tête un disque qui va permettre l'application de la charge axiale, mais la contrainte axiale. Nous avons des membranes en caoutchouc autour de l'échantillon. Et nous avons ici des bracelets qui vont soutenir les membranes ou bien les capotes sur l'échantillon. Okay, voici la cellule utilisée qu'on a vu tout à l'heure, les images. Il y a un plateau supérieur également pour la cellule. Et à l'intérieur du plateau supérieur, vous allez appliquer la charge axiale. Et ici, c'est là où on va injecter de l'eau pour appliquer la contrainte sphérique autour de l'échantillon.
Donc, voici l'endroit où on met de l'eau. Ça, ici, c'est l'eau à travers l'échantillon, qui va être appliquée partout sur l'échantillon. Et c'est à travers cet orifice qu'on va appliquer la contrainte sigmatoire, la contrainte sphérique sur l'échantillon. En tête de l'échantillon, vous avez l'effort axial qui est appliqué en tête de l'échantillon. Et c'est à partir de là, vous allez trouver sigma 1, et qui est la contrainte axiale appliquée à l'échantillon. Il y a un comparateur qui va, comme on a dit tout à l'heure, qui va déterminer la déformation à travers l'échantillon du sol. En gros, ce sont toutes les parties qu'on va retrouver à travers la cellule pour pouvoir, ce comparateur, mesurer le delta H. Et ici, mesurer lors de la consolidation et le delta volume lorsqu'on va faire extirper l'eau à travers l'échantillon de sol pour pouvoir consolider l'échantillon. Maintenant, on a la cellule. Voici une image de la cellule, de l'eau qu'on aura autour de l'échantillon, et voici l'échantillon qui est au milieu. Donc, à travers l'échantillon, on va faire appliquer sigma 3, comme on a dit tout à l'heure, partout sur l'échantillon, en tête de l'échantillon, de manière latérale. Donc, c'est une contrainte sphérique qui est appliquée partout sur l'échantillon, et c'est une contrainte isotrope qu'on a dit tout à l'heure qui est égale à sigma 0. Il y a la contrainte déviatoire qui est appliquée axialement sur l'échantillon, qui va être ajoutée à la contrainte sigma 3, et c'est ce qui va nous donner le sigma 1 qui est égal à plus sigma B. Sigma 1 est appliqué axialement. Et c'est ce qui va nous permettre de voir l'évolution des cercles de mort. On impose une vitesse de déplacement axial de l'ordre de 1% de la hauteur de l'échantillon. Vous avez la hauteur de l'échantillon, vous allez imposer une vitesse qui est égale à 1% de la hauteur. Et de même que pour la stabilité, vous allez supposer que la rupture va obtenir à peu près à 10% de la stabilité. Donc, pour la rupture, on va avoir deux types de rupture. Il y a rupture en tonneau et puis rupture en plan de cisaillement. Voici le plan de cisaillement ici, c'est ce qu'on a vu dans le cercle de mort. Vous avez le plan AB, nous avons discuté la semaine dernière. Et puis, voici la forme de tonneau qu'on a, la rupture plastique pour les échantillons triaxiaux. On a ces deux types de rupture. Et à travers ces deux types de rupture, nous allons avoir un type de graphe qui est appliqué. Pour rupture en tonneau, vous allez voir l'évolution. Et puis ça monte, et il n'y a pas de delta de déformation. Et à ce moment-là, on va supposer que c'est la rupture. Pour le plan de cisaillement, vous avez une coupure directement qui va nous permettre de en rupture. Et comme essai, nous avons vu qu'il y a trois types d'essais. Il y a l'essai non consolidé, non drainé, qui est l'essai UU. UU, unconsolidated, undrained. Essai non consolidé, non drainé. Ce sont des essais rapides qu'on a vu tout à l'heure. Et on va voir l'évolution de ce type d'essai. Donc, pour l'essai non consolidé, non drainé, on va appliquer sigma 3 à travers l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'eau partout sur l'échantillon et ensuite on va fermer le drainage pour empêcher le drainage de l'échantillon. On va appliquer directement le cisaillement en ajoutant la contrainte déviatorique à la contrainte sphérique. Pendant tout l'essai, donc la pression interstitielle est supérieure à 0 parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur de l'échantillon. Et c'est pour cela qu'on va trouver les paramètres en contrainte en total pour l'échantillon. Donc, nous avons sigma 3 qui est appliqué. Et puis, à chaque sigma 3, vous avez un sigma 1 jusqu'à la rupture qu'on va obtenir pour cet échantillon. À partir de ces cercles de mort, vous allez aboutir à ce qu'on appelle des droiteurs intrinsèques. Vous avez pour le premier sigma 3 appliqué un sigma 1R. Vous avez pour un deuxième sigma 3 appliqué un autre sigma 1R. Donc à chaque fois, on augmente la pression, la contrainte sphérique appliquée, vous aurez des cercles de mort. Et c'est ce qui va nous permettre d'aboutir à la droiteur intrinsèque de l'échantillon.
Et rappelez-vous que la droite intrinsèque est toujours symétrique par rapport à l'axe des contraintes. Donc, vous avez une courbe intrinsèque ici et une droite intrinsèque ici. Et comme nous avons vu tout à l'heure dans les essais UU, non consolidés, non drainés, vous avez de plus souvent ou bien très proche que l'angle de frottement interne est sensiblement égal à 0. Et vous avez la cohésion à déterminer ici. Et la cohésion, c'est l'ordonnée sur l'axe des ordonnées ici. Et le point de rencontre entre la droite intrinsèque et l'axe des ordonnées pour pouvoir déterminer la cohésion du sol. Tout va se faire en contrainte totale dans le cas des essais non consolidés, non drainés, UU. Rappelez-vous, vous devez trouver les deux paramètres, cohésion non drainée et puis angle de frottement interne non drainé, les paramètres intrinsèques du sol. L'autre essai qu'on n'a pas vu tout à l'heure dans le cadre du cours, c'est l'essai de compression simple. Et l'essai de compression simple, c'est on utilise l'appareil triaxial pour le faire également. Donc, sauf que pour l'essai de compression simple, on ne doit pas mettre de contraintes sphériques à l'intérieur de l'échantillon, c'est-à-dire que la cellule est vide, il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la cellule pour pouvoir appliquer cette contrainte. Donc, on va mettre sigma 3, la contrainte sphérique qui est égale à 0, et puis on va fermer le drainage et on va uniquement appliquer une force axiale sur l'échantillon, ok, sigma 1, pour qu'on puisse trouver la cohésion et l'angle de frottement interne de ce sol. Rappelez-vous, dans le cadre de cours, on avait vu cet exemple où sigma 3 est égal à 0. Donc, à ce moment, sigma 3 est égal à 0. Il n'y a pas de contrainte sphérique appliquée. Et vous avez on fait augmenter sigma 1. On va aboutir à la cohésion du sol et l'angle de frottement interne qui est nul, dans le cas des essais de compression simple. Okay. Donc, ça, c'est la façon qu'on peut utiliser au laboratoire en utilisant un sigma sphérique qui est nul pour pouvoir déterminer la cohésion dans le cas des essais de compression simple. Donc, on dit que la cohésion est surestimée à 15%, mais reste satisfaisante dans de nombreuses applications. C'est-à-dire que si on arrive à trouver cette valeur-là, on peut estimer cette cohésion par rapport à la cohésion. L'autre essai qu'on peut voir sur l'appareil triaxial, c'est l'essai consolidé et drainé. Okay? C'est l'essai CD, Consolidated Drained. Okay? C'est un essai assez lent qu'on peut utiliser au laboratoire, mais le plus souvent on utilise ça sur les sols pulvérulents, les sables. Mais on peut réaliser cet essai sur les argiles, c'est-à-dire que ça va prendre plus de temps au laboratoire pour pouvoir réaliser cet essai. Mais sur les argiles, on peut réaliser des essais CD, C et CU également. Pour réaliser cet essai, on doit saturer l'échantillon. Rappelez-vous que pour les deux autres essais, on n'a pas à saturer l'échantillon. Mais là, l'échantillon doit être saturé et on doit appliquer la contrainte sphérique à travers la cellule. Okay. On doit appliquer la contrainte déviatorique lentement pour que la pression interstitielle reste nulle à travers l'échantillon. Rappelez-vous que le sol doit être saturé et on doit ouvrir ce robinet pour faciliter le drainage. Okay. Le drainage est important. Et pendant tous les essais, on doit s'assurer que la pression interstitielle de l'échantillon est nul pendant tout l'essai. Et on a vu dans le cours pour vérifier que le sol est saturé, il faut déterminer le coefficient de Skempton, qui est le bit check. Il doit être supérieur à 90%. On va réaliser des cercles de mort, sigma 3 qui est appliqué, et pour chaque sigma 3 appliqué, on va trouver des contraintes à la rupture et sigma 1 qui est sigma 3 plus la contrainte déviatorique. Mais dans l'essai CD, rappelez-vous que dans le cadre du cours, on va retrouver les paramètres effectifs. Ce sont les primes qu'on va retrouver. Sigma prime 3, sigma prime 1, sigma prime 1, etc. On va retrouver les cercles de mort et pour chaque cercle de mort, on va
et pour les cercles de mort. Si on réalise 2 essais, on va retrouver la droite intrinsèque ou bien la courbe intrinsèque de ce décès pour pouvoir déterminer phi' et C' ici. Et rappelez-vous, c'est toujours symétrique. Vous allez avoir cohésion effective et angle de frottement interne effectif. Et déjà également les contraintes effectives. Donc là, c'est l'objectif de ce décès pour pouvoir arriver à C' et phi'. L'autre essai qu'on a vu dans le cadre de ce cours, c'est l'essai consolidé non drainé. Consolidated undrained. Essai consolidé non drainé, c'est un essai rapide qu'on peut réaliser sur les argiles. C'est très pratique parce qu'à partir de cet essai, on peut aboutir aux paramètres totaux et aux paramètres effectifs des sols. Pour cet essai, rappelez-vous également, comme on a vu dans le cadre du cours, on doit saturer l'échantillon. Pour l'essai CD et pour l'essai CI, on doit saturer l'échantillon. On doit appliquer une contrainte sphérique aux alentours en injectant de l'eau à travers la cellule. On doit appliquer un déviateur en tête de l'échantillon et on doit mesurer la pression interstitielle tout au long de l'essai. Donc, c'est cette mesure de cette pression interstitielle pendant tout l'essai qui est supérieure à 0 qui va nous permettre de déterminer les paramètres totaux et les paramètres effectifs de ces sols. Okay. Et à partir de là, on va trouver les cercles en contrainte totale. Ensuite, avec une translation de la pression interstitielle, on va retrouver les cercles en contrainte effective. À partir des cercles en contrainte totale, vous allez tracer la droite intrinsèque pour trouver l'angle de frottement interne et la cohésion effective. Et à partir de la translation de pression interstitielle, on va trouver des cercles en contrainte effective. Et à partir de ces cercles en contrainte effective, on va trouver les paramètres effectifs, que ce soit angle de frottement interne effectif et cohésion effective des sols. Okay? Donc à ce moment-là, vous aurez 4 valeurs. Vous aurez la cohésion totale, l'angle de frottement interne total, l'angle de frottement interne effectif et la cohésion effective des sols pour pouvoir faire des calculs de résistance au cisaillement, que ce soit à long terme ou bien à court terme. Donc, rappelez-vous que pour les paramètres effectifs, ce sont des paramètres qui vont uniquement exercer dans le cas des grains des sols, grains entre grains, et pour les autres, ça va faire intervenir de l'eau. Et rappelez-vous également que les paramètres intrinsèques et effectifs ne dépendent pas du type d'essai, parce que ce sont des paramètres qui utilisent les relations entre grains et grains, alors que pour les paramètres totaux, on doit tenir compte des types d'essais parce que l'eau intervient dans ce cas-là. Vous allez trouver C' et phi' comme cohésion effective et phi' comme angle de frottement interne effectif des sols. Donc, vous avez les contraintes totales et les contraintes effectives. Et ce qu'il faut retenir pour ces types d'essais, pour les sols cohésifs ou bien les sols cohérents, vous avez les comportements à long terme. À ce moment-là, on va drainer. On peut utiliser les CD et les CCU, consolidés drainés, consolidés non drainés. Vous avez des paramètres effectifs, cohésion effective et l'angle de frottement interne effectif. Et comme appareil, on peut utiliser l'appareil triaxial ou la boîte de Casagrande et cisaillement direct. Et vous pouvez appliquer l'équation de Moore-Coulomb, taux qui n'est autre que C' plus sigma' tangente phi'. Pour les sols plus virulents, vous pouvez avoir des comportements à long terme, drainer, CD, consolider, drainer, les paramètres effectifs et vous pouvez utiliser l'appareil triaxial ou boîte de cisaillement et appliquer l'équation de Moore-Coulomb. Pour court terme, il suffit d'utiliser non drainé comme type de comportement, non consolidé, non drainé, UU, cohésion totale et l'angle de frottement interne total, et utiliser l'appareil triaxial pour pouvoir réaliser l'essai, que ce soit l'essai, à ce moment-là, la résistance est égale à la cohésion parce que l'angle de frottement interne est toujours neutre. Voici les types, en gros, les 2 types de sols qu'on peut considérer cohésif ou bien plus virulent
pour pouvoir regarder quel type d'essai qu'on peut réaliser sur ce genre de sol au laboratoire. Donc, il suffit d'appliquer tous ces principes et vous allez réaliser très rapidement l'essai triaxial au laboratoire. Pour l'essai triaxial automatisé, c'est sur mesure que nous utilisons une vidéo de sur mesure pour qu'on puisse aborder cet aspect, parce que c'est sur mesure également qui est venu en Haïti, installé. Nous avons acheté l'appareil entre les mains de sur mesure et l'installation, la formation, c'est également sur mesure qui a réalisé ce type de formation. Ils ont mis des vidéos en ligne dans ce cas pour qu'on puisse réaliser l'essai au laboratoire. Et à travers cet essai, l'essai qu'on utilise au laboratoire national, ce qu'on fait, ce sont les mêmes principes de l'essai et avec un ancien appareil, sauf que dans le cas de l'essai automatique, on doit réaliser une phase de pré-saturation. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre une saturation très longue, on peut pousser la saturation pour faire une pré-saturation en appliquant une contre-pression, c'est-à-dire qu'une pression au départ et une contre-pression à travers l'échantillon. Dans le cas de pré-saturation, on injecte de l'eau à l'intérieur de la cellule. OK? Et une fois injecté de l'eau à l'intérieur de la cellule, on va utiliser une petite pression de 20 kPa d'un côté et une contre-pression de 10 kPa. Et cette différence va nous permettre d'introduire très lentement de l'eau à l'intérieur de l'échantillon. Et vous allez voir de l'eau qui va entrer à l'intérieur de l'échantillon, mais ça ne suffit pas pour qu'on puisse saturer l'échantillon en question. Donc, une fois qu'on fait la pré-saturation avec cette différence de pression appliquée, maintenant, on va passer à la phase de saturation du sol. Donc, et c'est cette phase-là qui est importante dans le cas de l'essai triaxial. Et nous avons vu la phase de saturation, la phase de consolidation et la phase de cisaillement. Ce sont les trois phases à appliquer dans le cas de cet essai. Mais dans le cas de l'appareil automatisé, donc nous faisons une phase de pré-saturation pour qu'on puisse faire l'essai beaucoup plus rapidement en réalisant une contre-pression ici de 10 et un confinement de 20. Maintenant, une fois c'est fait, on va réaliser la phase de saturation. Et pour la phase de la saturation, on va appliquer la contrainte sphérique, on va faire augmenter le confinement. Par exemple, on peut augmenter ça à 510 et ici, une contre-pression à 500 pour saturer l'échantillon. Okay? Et vous voyez, de l'eau va commencer à introduire à l'intérieur de l'échantillon et vous allez également voir que l'échantillon va remplir complètement de l'eau. Dans la phase de pré-saturation, vous allez saturer les tubes également. Donc, à ce moment-là, dans la phase de saturation, vous allez vraiment enlever presque tout l'air qui a à l'intérieur de l'échantillon. Et pour pouvoir vérifier cette phase, et vous allez voir automatiquement également, et sur l'appareil et sur la machine qu'on a au laboratoire, on va voir que c'est l'augmentation du confinement et de la contre-pression qui va monter en graphique jusqu'à arriver à une valeur de 510 et 500. Et cette valeur qu'on a mise dans l'appareil ou bien sur l'ordinateur. Donc, une fois c'est fait, la phase de saturation, maintenant, on doit faire un B-check. Le B-check, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Skempton. Et dans l'appareil automatisé, ça se fait automatiquement pour voir si on peut arrêter la saturation. Et le B-check se fait ici en fixant le confinement et en faisant la contre-pression rejoindre le confinement. Donc, comme vous allez voir ici, vous allez voir le B-check. Donc, on monte à 560 et puis, on va laisser le 500. Si on ouvre le robinet,
Parce que ce que l'appareil va faire, il va essayer d'équilibrer cette pression à l'intérieur de la cellule. C'est pour cela que le 500 va se rapprocher automatiquement de 560. Et vous allez voir ce graphique ici qui va augmenter jusqu'à arriver et cette courbe verte qui va augmenter avec ce B-check pour atteindre cette valeur de pression 560. Et à ce moment-là, l'appareil va contrôler si l'échantillon est saturé ou pas. Donc, quand on fait le calcul du coefficient de Skempton sur l'appareil, ça va nous donner à peu près 95%, à partir de 95% ou même 90%, dépendant de l'échantillon, on peut dire que le sol est saturé et on peut passer à la phase de la consolidation. Donc, et l'appareil, si on avait demandé à l'appareil, dès qu'on a un coefficient de Skempton supérieur à 90, de passer à la phase de consolidation, l'appareil va passer à la phase de consolidation automatiquement. Maintenant, pour la phase de consolidation, donc, rappelez-vous que c'est le volume qu'on doit appliquer la pression sur l'échantillon de sol pour qu'on puisse faire diminuer, faire la variation de volume à travers l'échantillon. OK? Et c'est cette pression qu'on va appliquer sur les membranes. Vous voyez les pressions qu'on va appliquer partout, la pression sphérique qu'on va appliquer partout sur l'échantillon avec les flèches ici, pour qu'on puisse confiner, consolider l'échantillon. Donc, à ce moment-là, c'est de l'eau. Comme l'échantillon est saturé, on va confiner parce que la pression est appliquée sur la membrane. Donc, ça va compresser l'échantillon et l'eau qui est à l'intérieur de l'échantillon va être extirpée et de l'échantillon pour laisser uniquement les grains à l'intérieur de l'échantillon, c'est-à-dire que tous les vides qui étaient remplis de l'eau, maintenant, toutes ces vides-là, l'eau va partir et à ce moment-là, ce sont seulement les grains des sols qui vont rester à travers l'échantillon. Okay, l'eau est partie. Voici l'eau qui va sortir ici. OK. Ensuite, on ferme. Maintenant, on a fini la consolidation. Et à partir de là, comment on peut voir si la consolidation est terminée? On va regarder la variation de volume en fonction du temps. Donc, on va avoir cette courbe ici qu'on a. Okay. Et à partir de cette courbe, on peut tracer les tangentes des deux côtés de cette courbe lorsqu'il y a stabilisation. Et à partir de point de rencontre des deux tangentes, on peut tracer le T100. Et pour pouvoir, à partir de T100, on peut déterminer la vitesse qu'on va appliquer pour l'échantillon. Donc là, vous allez avoir les normes. Et dans les normes, vous allez voir chaque étape un à un, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse réaliser l'essai de cisaillement. Donc, une fois c'est fait, donc vous voyez que l'échantillon est devenu plus petit. Il n'y a plus d'eau maintenant à l'intérieur de l'échantillon. L'échantillon, il y a uniquement les grains des sols et ce sont ces grains-là qui vont reprendre le cisaillement pour pouvoir aboutir aux paramètres effectifs des sols. Maintenant, ce qu'on doit faire, parce qu'à ce moment-là, vous voyez que le cylindre en tête de l'échantillon, donc à ce moment-là, est remonté et on doit faire la mise en contact pour qu'on puisse appliquer l'effort axial sur l'échantillon. Donc, c'est la phase de cisaillement. Maintenant, pour la phase de cisaillement, vous savez que vous devez augmenter ou bien vous devez ajouter la contrainte axiale sur l'échantillon et la contrainte axiale se fait à partir ici, OK? Et pour pouvoir appliquer la contrainte axiale, vous devez faire ce qu'on appelle la mise en contact, OK? Cette mise en contact de l'échantillon pour pouvoir appliquer cet effort axial à travers la tête de l'échantillon ici. Donc, cette mise en contact, vous voyez, maintenant c'est en contact. C'est en contact. Une fois c'est en contact, on applique le cisaillement du sol. Donc, on va appliquer la charge, ce qu'on appelle le sigma D, la contrainte déviatorique en tête de l'échantillon. Et à ce moment-là, on va l'appliquer jusqu'à ce qu'on a retrouvé la rupture de l'échantillon. Et la rupture de l'échantillon, par exemple, cette rupture qu'on a là, c'est une rupture par glissement. Et on a vu qu'il y a deux types de ruptures. Il y a la rupture par tonneau, okay, la rupture plastique, et la rupture par glissement qu'on peut avoir sur l'échantillon
de sol. Et rappelez-vous qu'à travers le triangle qu'on avait analysé et sur la facette AB, comment on peut arriver à déterminer et à travers l'angle de rupture et θ, etc., comment on peut arriver à déterminer les valeurs en contrainte principale majeure, contrainte principale à la rupture, que ce soit les lois des états de Capot, de contrainte, etc. Vous pouvez appliquer tous ces mêmes principes et aboutir à des valeurs spécifiques pour ce décès. Donc là, on a le plan de cisaillement. Une fois qu'on a le plan de cisaillement, c'est-à-dire que graphiquement, l'appareil va nous montrer le graphique associé à ce plan de rupture. C'est-à-dire que vous allez voir la déformation en fonction de la contrainte déviatorique, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vous avez ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite, arrivé à l'optimum, ça redescend. Donc, c'est-à-dire que ce point-là, c'est le point de rupture. Et c'est ce point de rupture, le sigma 1, qui va nous donner sigma 3 et sigma 1, ici, qui va tracer automatiquement le cercle de mort sur l'ordinateur. Et à partir de 3 essais réalisés comme ça, vous allez trouver 3 graphes et contraintes déviatoriques et déformation et 3 cercles de mort. Et une fois c'est fait, sur l'ordinateur, on a les 3 cercles de mort et c'est automatiquement que la droite intrinsèque qui est tangente au cercle de mort va être réalisée, et également vous allez trouver les valeurs de la cohésion et l'angle de frottement interne automatique à travers ce décès réalisé sur l'échantillon en question. Un article, c'est la résistance au cisaillement du sol par Jean-Pierre Magnan, qui explique un peu la résistance au cisaillement du sol et les différents essais qu'on peut réaliser pour pouvoir aboutir à cette résistance au cisaillement du sol. Et dans ce chapitre, on fait un rappel des contraintes et des formations dans les sols. C'est ce qu'on a déjà vu dans le cours pour bien aborder la résistance au cisaillement du sol. Vous avez la représentation de mort et également la représentation de Lambert et de Cambridge qu'on a vu en termes de chemin de contrainte. Dans le cas de ce cours, c'est plus détaillé dans le cas de cet article. C'est cet article que j'utilise également pour ce cours. Il y a les cercles de mort, les différents cercles de mort. Il y a les états de déformation en un point de milieu continu. Il y a la résistance et rupture des sols, les modes de rupture. Il y a la définition de la rupture de sol, c'est plus détaillé. Et puis, il y a l'essai triaxial, comment on réalise des essais à l'appareil triaxial, quels sont les principes qu'on doit respecter, les essais de laboratoire, que ce soit les essais à l'appareil triaxial de révolution, les essais de compression simple, ce qu'on vient de voir ici, les essais de cisaillement direct à la boîte de gaz argon, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Les essais de cisaillement direct alterné, on n'a pas vu ça. Les essais au sisomètre de laboratoire, on n'a pas vu ça. On a vu 3 types d'essais dans le cadre de cet article: les essais au cisaillement direct ou à la boîte de gaz argon, les essais triaxiaux et les essais de compression simple. Donc, voici l'image qui est expliquée ici dans le cadre que j'utilise dans le cadre de mes slides. Également, cette image également pour l'essai de compression simple. Et ici, c'est toujours les mêmes images que j'ai déjà utilisées. Les explications nécessaires ont été données. Donc, vous allez lire l'article et voir vraiment en détail tout ce qu'on peut connaître sur la résistance au cisaillement du sol et les nouvelles notions plus détaillées dans le cadre de cet article. C'est à vous de lire, de bien lire et de bien comprendre les aspects qu'on a vus dans le cours. Okay? Il y a la résistance résiduelle, les caractéristiques non drainées, les essais UU à l'appareil triaxial, ce qu'on a vu ici dans le cadre de ce cours, les essais CU à l'appareil triaxial, on a déjà vu ça dans le cadre de ce cours, etc. Comment on détermine la variation de volume au cours du cisaillement, et ensuite conclusion, etc. pour cet article. C'est un article très intéressant
Et le tableau que j'utilise dans le cadre du secours pour les choix de caractéristiques de cisaillement des sols, c'est à travers cet article que je l'utilise également pour savoir les types de sols, les types de calculs, les types de comportements, les caractéristiques, les types d'essais qu'on doit réaliser, les paramètres qu'on doit obtenir et les formules à utiliser, les appareils, etc. Et là, les valeurs typiques des caractéristiques de résistance au cisaillement des sols, c'est encore dans cet article que j'ai pris en termes de référence pour ce cours. Donc, vous allez voir les différentes gammes de valeurs, que ce soit la cohésion, l'angle de frottement interne pour les différents types de sols, la cohésion effective, l'angle de frottement interne effective également, etc. Vraiment, c'est un article assez intéressant à lire et à relire pendant plusieurs fois pour que vous puissiez maîtriser ce cours sur les résistances au cisaillement du sol. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous envoyer l'article et les PDF de ce cours, les PowerPoint. Et ensuite, je dois vous envoyer les devoirs sur ce chapitre assez intéressant qui est primordial pour pouvoir aborder la stabilité des pentes, que ce soit la stabilité des pentes, la stabilité de les fondations, la stabilité au niveau des murs de soutènement, etc.